24 septembre. Au lycée agricole de Gignac, dans l'Hérault, les semences paysannes sont à la fête. D'abord accueillies en fin d'hiver dans la parcelle de permaculture du lycée, grâce à messieurs Moyano et Ségala qui dirigent l'établissement, les voici aujourd'hui invitées à montrer ce dont elles sont capables. De la graine à l'étal du marché, de la bourse d'échange au repas concocté par des chefs. En 2013, pour ses 10 ans, le réseau Semences Paysannes réunissait une soixantaine d'organisations. 4 ans plus tard, elle en compte plus de 90. Les semences paysannes sont en marche. Encore une fois cet automne, le collectif des semeurs du Lot-des-Voix-Larzac vous propose les fruits d'une autre orientation de l'agriculture que celle associée aux lignées pures, aux hybrides F1, aux CMS et donc bien entendu aux OGM. Eh bien, une semence paysanne, c'est une semence d'abord reproductible par tout un chacun. Elle est libre de droit, c'est-à-dire que si je vous donne un légume et que, de chez moi et que vous gardez les graines, vous pouvez librement les semer et en vendre la production, si vous êtes un professionnel. Voilà. Il y a un proverbe qui dit, dans le pays ici, ils disent « il vaut mieux semer l'oignon gros comme un fil », c'est donc ça rime, en avril, que gros comme un piquet au mois de mai. Ah oui. En même temps qu'on a organisé cette journée, dans la semaine qui précède, on est intervenu par Robert Alibrac de la Perrière auprès des élèves, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 enseignements à des niveaux différents pour les élèves, où Bob a présenté son travail sur les semences paysannes à travers un livre qu'il a écrit il y a quelques années déjà, qui s'appelle « Semences paysannes, plantes de demain ». Donc c'est aussi une façon de sensibiliser les élèves et bien sûr tout le corps professoral qui, puisqu'il s'est orienté vers l'agriculture biologique, il a intérêt à découvrir les semences paysannes qui sont les semences qui sont adaptées à l'agriculture biologique. Quand c'est prêt, vous me les dites, hein? Ouais. Les contraintes légales sont aujourd'hui liées à un monopole de la semence qui dit que pour être commercialisée, une semence, il faut qu'elle soit inscrite à un catalogue. Ça, c'est la règle générale. Et on est arrivé que dans les années 2000, on s'est retrouvé que pratiquement on ne pouvait plus refaire, soit disant selon la loi, on ne pourrait plus reproduire nos semences si ce n'était pas inscrit au catalogue. Donc voilà la naissance de ces mouvements de résistance. Dans les années 2000-2003, il y a eu un rassemblement général à côté de Toulouse où on s'est aperçu qu'il y avait énormément de paysans encore qui faisaient des graines. Et on s'est dit, merde, on a une force. Les collectifs de semeurs, ils se sont développés et cette résistance aujourd'hui s'est développée et il se développe. C'est le fait que nous revendiquons maintenant les droits de reproduire, d'échanger et même de vendre, puisqu'il y a un travail, nos semences. Voilà. Alors, il y a beaucoup de fausses idées. C'est-à-dire qu'on dit en général, non, on n'a pas le droit d'utiliser ces semences et surtout de vendre les produits. Alors, on va vous dire qu'est-ce qu'on a le droit, parce que c'est ça ce qui est intéressant. Si je fais mes semences de n'importe quelle plante, et que après je produis quelque chose, je peux le vendre. Voilà. Je fais mes semences d'oignon de Tarassac, je peux vendre de l'oignon de Tarassac au détail, en gros, je peux l'exporter, il n'y a pas de souci. Voilà. Par contre, mes semences, dans la mesure où elles ne sont pas inscrites au catalogue officiel, je ne peux pas les vendre à un collègue qui, lui, va revendre les oignons. Voilà. Par contre, je peux lui fournir de la semence à titre d'essai. Lui, à partir de là, il va faire des oignons, il va faire de sa semence et après, il pourra commercialiser aussi de l'oignon de Tarassac une fois qu'il aura ses semences. Voilà quelque chose qui est simple. C'est une évidence qu'aujourd'hui la société civile est prête pour qu'on fasse un choix de qualité, mais de vraies qualités, et que le travail des paysans soit plus simplement exploitant, mais soit quelqu'un qui vraiment accompagne la nature et qui aussi accompagne le développement des êtres humains en mettant des bonnes choses dans leurs assiettes. Alors ce qui est bizarre pour moi, c'est qu'on est à Gignac et j'ai appris la cuisine ici.
J'ai fait 3 ans de CAP dans cette école, mais il y a... Non, on ne va pas dire le nombre d'années, sinon ça va me vieillir. C'est 3-4 ans que je fais mon propre jardin. Et je me rends compte que voilà, avec de la bonne graine, on a des bons légumes, on a des bons produits. Et là, on a travaillé un petit peu gastronomique, un petit peu bien. Mais en fait, on peut ne pas travailler le produit, il est juste bon, quoi. Et c'est important. Et je trouve que c'est très important, c'est surtout la graine. De la graine à l'assiette. En fait, c'est totalement ça. Et moi, j'étais pas encore complètement dans la graine, j'étais plutôt dans la fourche à l'assiette. La fourche à la fourchette, c'était plus. Et maintenant, je me mets à partir avant la fourche, à passer à la graine. Mais bon, là, c'est marrant, c'est intéressant, c'est bon. Voilà, on a plein de bons produits. Et on se régale, tout simplement. Surtout sur l'oignon, là, j'ai rencontré Marie et Giraud, et là, c'est vraiment des spécialistes de l'oignon doux. C'est un produit que j'adore. Et eux, ils m'ont permis de travailler une variété qui est très locale. Elle est faite au Bousquet d'Orbe. Et c'est à 15 km à vol d'Odon de mon restaurant. Et c'est un oignon vraiment très doux. D'habitude, j'ai l'habitude de travailler avec l'oignon des Cévennes. Et là, je trouve que c'est quelque chose de magnifique. Donc voilà, donc vous avez les oignons de Tarassac. Ils sont faits en croûte de pâte feuilletée. C'est-à-dire qu'on les pré-cuit au four. Après, on les vide l'intérieur de toutes les coques. On garde juste une coque pour faire la forme. Tous les intérieurs, qui sont un peu trop petits pour faire la bonne taille, on la récupère, on fait une compotée. Et après, on la fait fumer au sarment de vigne. Alors là, je prépare un caviar de courgettes aux 2 courgettes à la sarriette. Là, aujourd'hui, on prépare tout ça pour les 200 convives, pour justement leur faire découvrir un maximum de goût, de parfum, et leur montrer que si on prend conscience de justement utiliser ces produits de semences paysannes, tout le monde y trouvera son compte, et dans l'assiette, et dans le portefeuille. On est venu en famille, en voisins, en curieux. Et puis parce que la démarche nous intéresse de réappropriation des semences par les paysans eux-mêmes, c'est quelque chose qu'on a envie d'encourager. Et voilà, c'est pour ça qu'on est venu. Je vis en France depuis 30 ans, mais je suis tunisienne. Je suis issue d'une région agricole où il y a beaucoup d'agriculture. Et petit à petit, en fait, je reviens régulièrement, ma famille est là-bas, ils sont eux-mêmes agriculteurs. Et je me suis rendu compte, en fait, petit à petit, comment le petit agriculteur a petit à petit périclité et disparu et sombré dans la misère. Voilà. Et ça, c'est un phénomène, je dirais presque surtout les 15 dernières années. 15-20 dernières années. C'est impressionnant, c'est affolant. Des petits agriculteurs avec des petites récoltes, avec des petits moyens, ils n'arrivent pas en fait à réinvestir pour pouvoir repartir l'année suivante. Et je trouve que c'est injuste de vendre des semences qu'on ne peut plus repiquer. Voilà. Ça, c'est un sentiment d'injustice que je défends. On est tous ici de futurs agriculteurs ou alors en devenir, et on a envie aujourd'hui de rendre au territoire, au terroir, parce qu'il lui est dû. Une bonne semence, c'est quoi? Déjà une semence qui naturellement résiste. Des semences productives, des semences résistantes et puis qui ont des bons rapports au niveau des nutriments et voilà, une valeur de qualité surtout. Pour aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai l'occasion de panifier une population de blé, de poulard d'Auvergne. Et on va le goûter, oui. Voilà, je fais du demi-complet avec un moulin qui est très doux avec la farine, avec le grain de blé. Ce moulin, il a été fait par 2 frères qui sont les frères Astrier. La plupart des moulins, ils broient tout et puis après ils tamisent. Là, c'est un moulin qui est très très doux. Ma touzelle, c'est celle d'Henri Ferté. Il a multiplié et aujourd'hui, l'essentiel de la touzelle vient de c'est sa souche à lui, quoi. Je
voilà, on est tous très reconnaissants par rapport à Henri parce qu'il a fait un super boulot et permettre à des dizaines de paysans boulangers de cultiver une variété qui vient de 5 grammes de grains, quoi. 10 grains, 15 grains. Voilà, merci Henri. À cette époque-là, j'ai pensé effectivement qu'il n'y avait qu'une touzelle. Voilà, donc en fait, il y en a 36. Hein, il n'y en a pas une. Et puis, il n'y avait pas une variété, c'était pas une variété. C'était des blés qui se ressemblaient, mais qui n'avaient rien à voir avec une variété, ce qu'on appelle une variété moderne, une variété comme aujourd'hui. Il n'était pas stable, il n'était pas homogène, hein, et voilà, à peine distinct. C'était des populations. Quoi. Voilà. Donc ça, je l'ai compris après. Aujourd'hui, ces blés anciens qu'on a remis en culture, ils revivent, ils ne sont plus anciens, ils sont de nouveau des blés d'aujourd'hui. Et ils revivent et ils évoluent. Ils évoluent suivant les pratiques des agriculteurs, voilà. Les climats, ils évoluent. Ils évoluent. Alors évoluer ne veut pas dire non plus s'améliorer. Ça demande du professionnalisme, hein, de la rigueur, de l'observation et aussi certainement l'aide de scientifiques. On ne peut pas le faire comme ça, le paysan, il ne peut pas tout. Voilà. Tout à fait. L'aide de chercheurs de l'INRA ou des choses comme ça. Voilà. Henri Ferté, merci beaucoup. Voilà. C'est complexe hein, les semences, c'est pas simple. Il ne faut pas croire qu'on ressème et puis ça va aller tout seul, quoi. Non, non, là j'y crois plus. À un moment, il y avait un discours comme ça un peu aux semences paysannes. Non. Tout va, il y a une loi de la nature, hein, tout va plutôt en dégradant. Donc il faut lutter contre cette loi. Un hybride F1, c'est le croisement entre deux lignées pures, donc de génétique homogène, dont le résultat est une semence, qui est le résultat de ce croisement, et qui est également de génétique homogène. Donc c'est une plante hétérozygote, issue de deux parents différents. Cet hybride F1, on peut l'obtenir de plein de façons différentes. Entre autres, la façon la plus simple et la plus connue, c'est le maïs issus de castration manuelle. Et puis, il y a des techniques qui vont être de plus en plus élaborées, y compris des techniques qui sont faites en laboratoire pour obtenir des hybrides F1. Et l'une de ces techniques, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est les CMS, les stérilités mâles cytoplasmiques. Ici, on a le noyau avec l'ADN, donc qui porte la plus grande partie de l'information génétique. Et c'est ce à quoi on s'est intéressé jusqu'à maintenant quand je parlais des chromosomes. Les chromosomes, ils sont là. Et après, il y a d'autres choses qui sont les mitochondries, c'est un peu l'énergie, et les chloroplastes qui font la photosynthèse. En fait, eux aussi, ils ont de l'ADN. Et eux aussi, ils interagissent avec le noyau. Et c'est des rôles qu'on est en train de découvrir. Entre autres, on a découvert qu'un radis japonais ne produisait pas de pollen par suite d'un mauvais fonctionnement de ses mitochondries. Et ça, c'est intéressant, parce que comme la plante qui porte les graines transmet son cytoplasme, donc le liquide de la cellule, les mitochondries et les chloroplastes à toutes ces graines, toutes les plantes qui sont issues de la descendance de ce radis japonais vont être incapables de produire du pollen. Et donc c'est ça qu'on a voulu exploiter, cette propriété-là, pour faire ce qu'on appelle les CMS, la stérilité mâle cytoplasmique. Parce que tout ça, c'est dans une espèce de liquide qu'on appelle le cytoplasme. Et donc je vais utiliser des produits chimiques pour faire en sorte que ces deux cellules se rapprochent et se mélangent. Donc ça, je fais ça dans le laboratoire. Et une fois que j'ai ça, il faut que je multiplie les cellules, que je mette des hormones, que je reconstitue une plante entière et que je me serve de cette plante pour faire un hybride. Si on considère un OGM selon la législation actuelle, lorsqu'on consommera un hybride, ce sera un hybride et ce ne sera pas un OGM. Si on se pose la question de qu'est-ce qu'un OGM et si un OGM est un organisme génétiquement modifié,
et que l'on considère que les techniques biotechnologiques qui permettent l'obtention des hybrides sont de plus en plus des techniques biotechnologiques, alors derrière l'appellation F1, on pourra avoir des variétés hybrides dont un des parents ou l'hybride a été obtenu par des techniques en laboratoire utilisant des techniques biotechnologiques qu'on appelle aussi OGM cachés. Et de ce point de vue-là, on ne sait pas ce qu'il y a derrière l'hybride F1. On découvre toujours, tous les jours, des nouvelles choses. Et notamment en ce moment, ce qui est pas mal évoqué et sur lequel il y a pas mal de la recherche, c'est la notion d'holombionte. C'est de dire, en fait, soi-même, on n'est pas un seul individu. On a plein de micro-organismes et d'écosystèmes avec lesquels on interagit et qui sont nécessaires pour notre santé. La définition la plus simple qu'on peut donner de la génétique, c'est l'étude des caractères héritables. Donc c'est l'étude de ce qui peut se transmettre de génération en génération. Quand on fait des hybrides, on va s'intéresser aux gènes, on va s'intéresser aux bases d'ADN. Et on ne prend pas en compte tout le reste. Et alors qu'il y a dans le reste des choses qui se transmettent aux générations suivantes et qui sont peut-être intéressantes à exploiter. Et donc, du coup, on peut se demander comment est-ce qu'on peut prendre en compte cette complexité dans la sélection. Et peut-être en prenant en compte l'interaction environnement. Et voilà, après, c'est ouvert. Donc, j'ai fini. Quand tu ouvres un catalogue, Mathias, il y a 80% des légumes qui sont hybrides. Or, tu l'ouvrais il y a 30 ans, même quand nous on a commencé, il y en avait peut-être 20%. Même les gens qui font des hybrides disaient « Nous ne pourrions pas exister s'il n'y avait pas les variétés population. » Avec quel matériel, tu me l'as dit toi aussi au téléphone, avec quel matériel nous pourrions faire la recherche? Est-ce qu'on peut vivre dignement sans F1 ou sans tout ça? Est-ce qu'on peut vivre, est-ce qu'on peut donner à manger à la planète? Parce que les arguments des semenciers, c'est ça. C'est dire vous êtes bien beaux, les babacous, les alternatifs, mais on ne va jamais nourrir tout le monde si on vous écoute. Est-ce que c'est vrai ça ou c'est pas vrai? Donc je fais du maraîchage avec 99% de semences paysannes, on va dire. Je crois que j'ai un petit hic qui est au niveau de l'ail où c'est un peu difficile de trouver de la semence paysanne. À l'origine, elles viennent quasiment toutes d'artisans semenciers qui sont membres des croqueurs de carottes. Et du coup, Germinance, c'est un de mes principaux vraiment fournisseurs. Après, petit à petit, je me mets à reproduire moi-même la plupart de mes semences. Et voilà. Après, ça dépend. Si je suis assez satisfait de la semence que j'achète et que je considère que le producteur à qui je l'achète fournit de manière régulière quelque chose qui me convient, c'est pas sa semence à lui que je vais reproduire en priorité. Par contre, s'il y a des semences où je trouve que la variété a un intérêt mais il manque un petit quelque chose, je commence direct par essayer de la multiplier chez moi, voir si ce petit quelque chose il peut arriver au fil des années. Alors pour nous, les semences paysannes, c'était plus un impératif, c'était vraiment une nécessité, dans le sens où c'est vraiment quelque chose qu'on a considéré comme très important quand on a commencé notre activité, de ne pas cultiver d'hybrides pour des raisons qui sont politiques la plupart, et aussi pour des questions d'éthique. On n'a pas envie de travailler avec ce genre de produit ni d'en proposer à la vente. C'est un plus dans le sens où la diversité qui est cultivée aujourd'hui est en train de se tarir. Et la semence paysanne peut être une réponse à ce manque de diversité-là. La production aussi finalement est assez intéressante dans le sens où les semences paysannes peuvent vraiment avoir un niveau de production très très satisfaisant. Et puis on trouve une diversité qui est quand même assez extraordinaire et qui peut plaire aussi aux gens qui consomment nos légumes. Donc c'est quelque chose d'important. Justement, quel rapport vous entretenez avec les hybrides F1? Quelque chose que... Alors nous, on n'en cultive absolument pas, on n'en a jamais cultivé. Donc je suis assez mal placé pour répondre à cette question-là. Mais on n'en a jamais acheté, nous, parce que le fait de ne pas pouvoir reproduire sa propre semence,
On considère que c'est vraiment une dépossession de notre travail et que nous, notre travail, c'est pas simplement d'acheter un plant, de le cultiver et de le vendre. C'est le processus en entier qui nous intéresse. C'est vraiment l'amélioration de la diversité, l'amélioration de la génétique de la plante par la faculté d'adaptation. Et l'hybride nous permet pas en fait de faire tout ce travail-là et d'avoir une forme de continuum dans notre travail. Voilà. C'est très important de faire connaître au grand public, en tout cas les semences paysannes et ce qu'elles peuvent produire surtout. Et que les gens goûtent aussi et ce rapport à la nourriture. C'est important de goûter les choses. Et ma foi, je trouve qu'on a très bien mangé. Mais c'était important d'être là ouais, pour montrer aux gens que c'est possible, en tout cas. Que c'est possible de se passer des hybrides et des grands semenciers qui nous dépossèdent, tout simplement. Et vous allez prendre votre sujet. Vous allez essayer de ne pas taper sur le haut, donc on va toujours décaler. On va descendre notre outil comme ça. Voilà. Ça reprend, si vous n'arrivez pas sur un œil, il faut toujours remonter sur un autre. Toc. Après, je vais la faire là, je vais la reprendre. Alors ça vient après. Et on garde au minimum 3 yeux. Sécurité. Si on a coupé le haut de notre fond, on ne va pas garder la tête. Il faut mettre du mastic ici. Un grand coup de chapeau à Mathieu, à Jérôme, à Loïc, parce que vraiment, ils ont servi quelque chose de qualité. Alors, ils étaient très contents, et j'ai eu des retours, ils ont dit, mais voilà, on a eu des légumes qui ont de la saveur. Ils ne sont pas seulement sucrés ou frais ou tout ça, ils ont aussi de la saveur. Et donc, ils étaient vraiment très contents de travailler avec, et ils ont envie de continuer à travailler avec. Bon, pour la chasse. Il y a une notion dans la semence, il y a une notion sociale et humaine qui est hyper importante. La semence, c'est 3 choses. C'est la graine, quelque chose de matériel. Ensuite, il y a l'information qu'elle contient et qui, elle, va être liée à l'environnement et au social, à ce que l'humain lui a apporté. Donc la semence, c'est pas juste une graine, c'est un tout, c'est un ensemble. Je te rends ta graine. Tu me rends ma graine? C'est gentil à toi, merci. J'en ai aussi multiplié cette année, mais je vais rajouter celle-là dans le mélange. Comme ça, on rajoute un peu de diversité. Du terroir, Voilà. la dévié au ça. Ouais. En tout cas, il est très bon. Hein. Ouais, bah, c'est cool. Enfin, quand je fais goûter un produit issu de semences paysannes et que les consommateurs l'apprécient, ça fait vraiment plaisir. Surtout quand tu peux dire derrière, voilà, c'est de la semence paysanne, c'est cette variété que j'ai trouvée à tel endroit et qui est... Et c'est pour ça qu'elle a ce goût-là. C'est pas un hasard, c'est pas juste que j'ai la main verte ou quoi que ce soit. Il y a aussi quelque chose qui est lié à la semence. Et après, je pense que quand on passe des semences à un autre producteur et qu'il en est content, c'est encore plus satisfaisant, je trouve. Et ça, la revendication politique des bases de notre mouvement, c'est ça, d'être libre de reproduire nos semences et de les échanger et même de rétribuer le travail qui est derrière la production des semences. Mais le fait de voir les gens qui sont ici aujourd'hui et de penser qu'il y a des gens en Inde, qu'il y a des gens en Amérique latine, en Afrique, en Asie, mais en Amérique, partout, qui se mettent dans ce mouvement-là, je dis, on a encore un joli monde à construire avec plein de couleurs, plein de saveurs et plein de légumes différents. On ne va pas s'agacer, au contraire. Merci. Ah, limoncello,